Bonjour, bienvenue à tous dans cette table ronde consacrée à ce sujet qui déchaîne souvent les passions, l'IA, l'intelligence artificielle. Alors on attend beaucoup de l'IA depuis plusieurs années, la capacité à analyser peut-être plus vite qu'un cerveau humain, peut-être plus finement également qu'un cerveau ou qu'un œil humain, les possibilités éventuellement de prédire les évolutions des maladies, d'adapter les traitements des maladies avec plus de finesse. Alors qu'en est-il en réalité au quotidien? Et pour en débattre aujourd'hui, à mes côtés, Benjamin Rivkolevski, bonjour, directeur général de Fujitsu France. Merci d'être des nôtres à Castres pour cette université de la e-santé aujourd'hui. Thibaut Dechalut, qui est directeur de l'innovation et du digital chez Amgen. Thibaut Dechalut, on peut peut-être rappeler en 2 minutes ce qu'est Amgen? Tout à fait, c'est le leader mondial des biotechnologies, donc entreprise américaine qui a une quarantaine d'années et qui s'est notamment fait connaître au départ sur la synthèse de l'EPO. Vincent Lubrano, neurochirurgien à la clinique de l'Union à Toulouse et aussi chercheur avec une appétence, on le verra avec vous, pour tout ce que propose l'IA dans votre spécialité. Et puis Anka Pétré, bonjour. Vous avez fondé un cabinet de conseil en santé. Vous avez travaillé, on en parlera, avec des patients européens sur leur ressenti et leur appropriation de l'IA. Et vous nous direz justement comment réagissent ces patients. Benjamin Rivkolevski, on parle souvent de l'intelligence artificielle comme quelque chose de lointain. Il y a parfois un aspect un peu mythique ou science-fiction autour de l'IA. Mais en fait, et vous le voyez très bien chez Fujitsu, l'IA, elle est déjà présente aujourd'hui dans notre quotidien, j'ai envie de dire presque à chaque minute ou à chaque heure. Oui, tout à fait, Lionel. Nous, l'IA, ça fait chez Fujitsu là, 85 ans qu'on écrit l'histoire de l'informatique en Asie. Donc on est vraiment dans l'informatique et donc parfois au service de la santé. Et depuis 30 ans, il y a une vraie accélération. Et je pense que la première chose qui me parle, c'est qu'elle est toujours dans notre poche en ce moment, l'IA. Par exemple nos smartphones aujourd'hui, ou les objets connectés, nous font à la fois du passif et de l'actif. Il y a tout le passif où on détecte en permanence des constantes, on peut mesurer pour la nutrition, pour le sport, donc tout ce qui va faire de la prévention. Et puis il y a l'actif où l'IA va nous aider aussi à détecter des choses donc sur la circulation, les battements cardiaques. Et donc là, on va pouvoir détecter aussi un problème. Et ça, elle est dans la poche de tout le monde. Donc je pense que réellement, il y a une acculturation qui se fait à cette IA du quotidien, au-delà juste des transports, du Google Maps, etc. Je pense que sur la santé, que d'ici 2-3 ans, on va vraiment avoir nos smartphones qui vont continuer à s'enrichir et devenir naturels pour chacun d'entre nous. Ouais. Est-ce que vous commercialisez déjà des solutions en IA chez Fujitsu ? Alors, on a notamment on associe la puissance de calcul et l'IA souvent. Et donc, si je prends 2 exemples, il y a les supercalculateurs. Donc, Fujitsu aujourd'hui a construit avec l'Hurricane au Japon le supercalculateur le plus puissant au monde. C'est vous qui l'avez, donc le calculateur le plus puissant au monde. Donc 3 fois plus puissant que les Américains. Et donc, c'est pas les Chinois et les Américains, comme on le pense aujourd'hui, qui détiennent le record de calcul. C'est les Japonais. Et on a amené ces technologies d'ailleurs en France aussi au grand équipement national de calcul intensif. Et ces supercalculateurs, ils servent aujourd'hui, par exemple pendant la pandémie de Covid, ils nous ont permis de modéliser la circulation des gouttelettes avec masque, sans masque, dans des trains, dans des espaces fermés, dans des salles de réunion, et sans mobiliser les gens, uniquement par la puissance de calcul. Et puis vous avez les calculs quantiques ou pré-quantiques qui permettent aujourd'hui de modéliser, par exemple, sur les traitements de tumeurs au cerveau, il faut diriger vraiment les faisceaux très précisément. Avant, c'était des choses qui prenaient, c'est les gamma knife radiation, comme ça, qui prenaient 2-3 heures pour préparer cette intervention. Et avec ces ordinateurs pré-quantique, on arrive à faire ça en quelques minutes et donc à faire gagner du temps. C'est des projets qu'on mène au Japon aujourd'hui aux praticiens ou en intervention. Donc c'est une réalité et c'est toujours puissance de calcul, que ce soit supercalculateur ou ordinateur quantique, qui est couplé au moteur d'intelligence artificielle qui fait apprendre finalement sur une intervention, sur les doses, sur les temps de manipulation pour de la recherche, ou est-ce qu'elle a une commercialisation du quasi-quotidien, notamment dans le secteur de la santé où vous êtes présent ? Aujourd'hui, c'est beaucoup de la recherche, cette puissance de calcul extrême, c'est en partenariat avec des institutions de recherche. Donc on ouvre cette puissance de calcul, que ce soit au Japon, que ce soit en France, à des équipes qui vont tourner, qui vont venir y avoir accès, ou de la même manière, quand je parlais des calculateurs quantiques ou pré-quantiques, on va les mettre à disposition plutôt d'équipes de recherche. Oui, mais ce que je veux dire, dans un établissement, par exemple hospitalier, que vous allez pouvoir équiper en divers types de matériel ou de manières de fonctionner, est-ce que vous commercialisez des solutions déjà qui s'appuient sur l'IA
l'IA un petit peu clé en main? Aujourd'hui, on n'adresse pas directement les professionnels de santé avec ces solutions-là. On passe plutôt par les institutions de recherche qui, après, les mettent à disposition des professionnels de santé. Ouais. Un professionnel de santé, Vincent Lubrano, neurochirurgien avec une spécialité dans les maladies dégénératives, cancéreuses, tumeurs cérébrales, entre autres. Vous êtes aussi chercheur, vous testez des nouvelles solutions en intelligence artificielle. À quoi elle vous sert très concrètement et qu'est-ce que vous testez aujourd'hui? Très concrètement, alors c'était pas prévu, mais je peux rebondir sur ce que vient de dire la Vous utilisez le supercalculateur de Fujitsu? On n'utilise pas le supercalculateur de Fujitsu, mais on utilise une application dont il a parlé pour ce qu'appelle la dosimétrie en radiochirurgie gamma knife. En fait, avant, effectivement, on déterminait la différente application géographique des faisceaux qui allaient été donnés pour déterminer le contour de dose. Maintenant, on peut, à partir de certains critères prédéterminés, faire effectuer par la machine cette planimétrie, ce qu'on appelle la planimétrie inverse, et ensuite adapter par itération, en fait, notre volonté, notre plan définitif de traitement à la solution qui a été fournie par l'IA. Donc c'est vraiment une association. On n'utilise pas clé en main le plan qui a été fourni, mais on détermine un plan, on l'adapte avec le plan fourni par la machine et ensuite, par itération, nous, on va améliorer ce plan jusqu'à ce qu'il nous satisfasse. Et qu'est-ce que cette application vous permet de faire de plus par rapport aux outils traditionnels qu'un neurochirurgien utiliserait? Cette application nous permet de gagner du temps, en fait. Ouais. Ça nous permet effectivement de gagner du temps de planification. Parce que ce qu'on faisait, alors les degrés, ça va être, on va dire, de 20 minutes à 40 minutes, on peut le faire en 10-15 minutes. Ça fait gagner aussi du temps machine, c'est-à-dire que la dispersion des faisceaux peut être différente et on peut gagner un temps du patient dans la machine qui va être inférieur pour une même dose prodiguée et une même sécurité. Et donc, on peut faire passer plus de patients dans la machine au cours d'une même journée. Donc, il y a un gain de temps qui est double. On gagne du temps humain et du temps machine. Ouais, alors donc, gain de temps qui est évident. Et gagner du temps, c'est gagner du temps pour vous en tant que praticien, mais surtout du temps pour d'autres patients et les faire passer et mieux rentabiliser l'utilisation des machines. Est-ce que vous gagnez également en expertise? Est-ce qu'aujourd'hui, les outils d'IA que vous utilisez vous permettent, pour vous qui regardez les tumeurs cérébrales, entre autres, d'avoir une meilleure vision? Le terme peut être simpliste pour vous, mais en tout cas, je pose la question comme ça. D'autres outils, oui. Celui-ci, ce qu'on utilise au stade actuel, c'est une version, je pense, qui est assez peu évoluée. Il doit y avoir d'autres versions de recherche beaucoup plus évoluées. Manque un peu de transparence et effectivement, on a du mal à comprendre certaines pondérations qui sont mises en place par la machine. On n'a pas exactement le même raisonnement. Donc on n'arrive pas. C'est-à-dire que, par exemple, nous, quand on va mettre 8 tirs pour une cible, on va les pondérer à 1, 90%, 80% ou par itération de 5%. La machine, elle va vous mettre du 10.8, du 2.4, du 5.72. Et vous ne savez pas pourquoi elle le décide? Et on ne sait pas forcément pourquoi. Et à l'arrivée, c'est aussi bien, c'est moins bien ou c'est mieux que ce que vous avez décidé? À l'arrivée, comme je vous dis, comme on l'adapte, nous, secondairement, en fait, ces pondérations, souvent, on les change pour les adapter. Donc finalement, on arrive à quelque chose qu'on comprend mieux. Mais on ne serait pas forcément arrivé à cette solution finale tout seul. De toute façon, il n'y a pas un plan idéal. Il y a une multitude de plans qui peuvent permettre d'arriver au même résultat. Alors, je vais reposer aussi mes questions peut-être de manière un petit peu plus simple. Aujourd'hui, une des grandes utilisations de l'IA, c'est l'analyse d'images, l'analyse de clichés. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA vous permet d'avoir une meilleure vision des clichés, des tumeurs cérébrales, par rapport aux outils que vous utilisiez auparavant? Alors, l'IA nous a fait gagner beaucoup de temps parce qu'effectivement, quand on veut analyser une image, en fait, on fait beaucoup de processus qu'on appelle de segmentation, c'est-à-dire on contourne des tumeurs, on contourne des organes à risque, on contourne différents compartiments tumoraux, puisqu'on sait que les tumeurs sont très hétérogènes, elles sont appréhendées par beaucoup de séquences d'IRM différentes, qui donnent beaucoup de renseignements différents par rapport à la vascularisation, au métabolisme, etc. On peut utiliser plusieurs modalités, le scanner, le PET scan, l'IRM, et donc il y a une richesse d'informations qu'il faut assimiler. Et l'IA nous aide à faire des tris dans cette information et à nous concentrer sur un set d'images qui a été pré-trié selon des critères qu'on a précédemment définis. Autant dire donc que c'est un outil qui va venir vraiment vous faciliter la tâche et vous apporter une vision plus subtile d'une tumeur et de son évolution? Bien sûr.
Est-ce que cette vision, du coup, va faire évoluer ou est-ce que la machine est capable aujourd'hui de vous, je ne sais pas, de vous prédire ou de vous amener à utiliser d'autres outils ou d'autres systèmes thérapeutiques éventuellement? Jusqu'à présent, les outils qu'on utilise, nous, ils sont issus de notre recherche principalement. Donc finalement, c'est des algorithmes qu'on a, nous, nourris avec des sets, des algorithmes qui étaient en open source, qu'on a adaptés. Donc finalement, c'est des algorithmes qu'on maîtrise. D'autres logiciels d'IA comme celui dont on a parlé, qui nous est tombé dans la main à manufacturer, on n'en connaît pas, quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, c'est plus difficile de s'en servir et d'assurer un résultat plus précisément. Ouais. Question, mais volontairement très simple. Comment réagit un neurochirurgien lorsque vous me disiez tout à l'heure, l'IA vous propose d'autres manières de réaliser ou d'autres pondérations, d'autres critères pour réaliser une image que vous n'auriez pas forcément proposé vous et que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi elle vous le propose? Il y a un intérêt, une curiosité, ça c'est sûr. Des fois, l'IA peut aussi proposer quelque chose d'aberrant. Si on prend par exemple, lorsqu'on a une cible qui est toute petite et qu'on peut résoudre le problème avec un seul tir, une seule pondération, et que l'IA peut nous en proposer 4 ou 5. Bon, comment est-ce qu'elle est arrivée là? Ça, on n'en sait pas. Elle est arrivée là parce que, avec le modèle initial, avec la façon dont on l'a nourri, avec l'algorithme tel qu'il a été écrit, ça n'a pas forcément été fait pour ça. Donc effectivement, il y a une question de maîtrise, de transparence des algorithmes qui est très importante. Ouais, Benjamin Rifkolewski, vous dites, c'est vraiment dans le domaine de l'imagerie médicale aujourd'hui que l'IA est la plus poussée, peut-être la plus utilisée, d'après ce que vous voyez, vous, chez Fujitsu. Alors, comme je disais tout à l'heure, elle est déjà dans nos poches. Donc ça, je pense qu'elle est déjà très utilisée avec les smartphones et autres objets connectés. Je pense que l'IA, c'est là qu'il y a une forte attente. De la même manière, il y a l'IA dans les transports. Je pense que c'est là qu'on s'attend le plus avec la voiture autonome. Et dans le monde de la santé, je pense qu'au-delà de la prévention, je pense qu'effectivement, dans l'imagerie, c'est là qu'il y a la plus forte attente pour les professionnels de santé. Parce que je pense que le patient, il ne voit pas tout ce que vous avez décrit là. En fait, c'est vraiment le monde du professionnel de santé. Autant ce que j'ai dit, le smartphone, la prévention, actif-passif, ça, c'est dans la poche de chacun d'entre nous. C'est plus concret. Il y a probablement un élément supplémentaire, c'est que je pense que plus de 90% de l'IA qu'on utilise, c'est du machine learning, du deep learning, donc c'est de l'apprentissage par essai-erreur, et l'imagerie, l'image, c'est ce qui se prête le mieux à ce type de méthode. Est-ce que lorsque l'on met des capteurs, il y a une heure, on parlait justement de l'intérêt en e-santé mentale d'amener des patients qui peuvent avoir des troubles bipolaires et ne se rendent plus compte de ce qui leur arrive, à se grader en permanence, à se grader régulièrement avec leur téléphone pour vérifier où ils en sont et surtout ne pas arrêter leur traitement. Peut-être vous aussi, vous avez un intérêt à suivre certains de vos malades avec des capteurs sur des battements cardiaques, de la fièvre ou je ne sais quoi, qui peut aussi rassurer ces malades. Est-ce que vous avez l'impression de participer à un concours de mainmise et de prise de données, voire d'emprise sur les malades au service de grands groupes industriels? Alors, on n'a pas cette impression-là parce que nous, dans notre champ d'application, on n'utilise pas vraiment ces technologies. Il est évident que dans toute cette affaire, il y a un intérêt majeur à porter à la protection et à la propriété des données. Ça, c'est évident. Alors, j'ai trouvé ça très bien que dans le numérique du santé, on mette le patient au centre du diagramme. Il faut que le patient soit propriétaire de ces données. Il faut qu'il ait... alors après, c'est aussi une affaire d'éducation, d'intelligence commune, etc., que les gens ne signent pas n'importe quoi pour donner tout le temps. Utiliser des capteurs, oui, mais utiliser un capteur, il faut que ça ait un intérêt particulier, il faut qu'il y ait une intention derrière, il ne faut pas qu'il y ait un capteur en permanence. Alors là, on s'éloigne de l'IA parce qu'on s'éloigne du champ des données, mais il ne faut pas qu'il y ait un capteur pour capter des choses en permanence et peut-être avoir à un moment quelque chose d'intérêt. Il faut qu'il y ait vraiment une intention. Le côté prédictif de l'IA, effectivement, qui peut conseiller un type de soin, un type de médicament. C'est quelque chose qui vous fait peur, quelque chose que vous utilisez? Non, c'est quelque chose qui est actuellement utilisé, c'est-à-dire qu'il va combiner les données de l'imagerie et des données, par exemple, de biologie, des données d'examen clinique, avec des algorithmes pour éventuellement, avec aussi des thérapeutiques qui vont être employées, alors nous, on essaie avec des données d'imagerie, de biologie moléculaire et des caractéristiques cliniques
de prédire une survie à un certain terme, un taux de survie. Donc ça peut nous aider à choisir certains traitements, à moduler certains traitements, mais là encore dans un cadre qui est parfaitement défini au départ, on va dire, a priori. Ouais. Benjamin Rifkolewski, une réponse de l'industriel. Est-ce que vous collectez de la data pour avoir une main mise sur les citoyens du monde ? Je pense que la manière dont aujourd'hui on la développe, l'IA et la puissance de calcul, c'est aujourd'hui pour toujours accompagner le praticien, donc d'être une aide, comme l'a décrit monsieur tout à l'heure. Donc je pense que ça reste comme ça qu'on le conçoit aujourd'hui. De ne pas remplacer, c'est toujours d'apporter plus. Donc je pense que c'est dans cet esprit qu'on le développe. Après, évidemment, les entreprises ont des business models. Donc à un moment, elles essayent, à travers ces nouveaux modèles de données et d'IA, de monter dans la chaîne de valeur sur des métiers qui avant étaient peut-être uniquement dans le public ou sur de profession. C'est une évidence. Après, de leur faire le procès que forcément, faire un business model, c'est perdre toute notion d'éthique, que les salariés qui travaillent dans les entreprises ne se mettent pas de frontières. J'avais été interpellé une fois devant un master à Saclay d'étudiants qui m'avaient dit mais comment vous faites en interne réellement pour que les salariés ne fassent pas n'importe quoi avec les datas. J'étais vraiment interpellé par des jeunes de 20 ans qui me disaient on vous croit pas quand vous nous dites et je dis on a une culture en interne dans les boîtes c'est la culture qu'on développe auprès des managers, auprès des salariés, pour justement que les choses soient faites dans un certain respect des règles, qui respectent les droits de l'individu, qui respectent le RGPD. Il est omniprésent dans l'entreprise. Le Japon a développé aussi un RGPD à la française. Après, il y a certaines entreprises qui mettent les frontières un peu à des niveaux différents. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est conçu pour laisser la place aux praticiens et on ne remplacera jamais le contact, on l'a évoqué hier encore dans les tables rondes, il y a un moment, le contact humain, il reste prépondérant et l'expertise, elle reste prépondérante. Après, oui, il y aura des services autour de la data qui seront nouveaux, qui seront développés et je pense qu'ils laisseront la place toujours aux praticiens. Thibaut Chalut, pour un géant de la biotech comme Amgen, l'IA, ça sert à quoi ? J'ai envie de dire au quotidien, si vous l'utilisez. Alors, je vais passer rapidement sur les sujets production et distribution qui sont évidemment tout à fait appropriés pour l'IA et justement dans une utilisation. C'est-à-dire la capacité de pouvoir produire au mieux, essayer d'optimiser au maximum, notamment nos process de production, les contrôler en permanence. De même également la distribution, pouvoir l'assurer dans le monde entier avec finalement des entreprises qui sont 3 ou 4 dans le meilleur des cas et pour éviter au maximum les crises et les ruptures de stock. Puisque Amgen n'a pas eu de rupture de stock jusqu'à présent depuis 30 ans. En fait, ce qu'on essaye de faire jusqu'à présent aussi, c'est d'utiliser l'IA dans le cadre de cette médecine personnalisée. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a un enjeu d'essayer de stratifier les patients en fonction notamment d'un certain nombre de profils, que c'est de plus en plus compliqué et que les algorithmes nous permettent de pouvoir avoir des valeurs pronostiques, à la fois pour les maladies chroniques, de prédire ceux qui sont le plus à risque de faire un événement cardiovasculaire, par exemple, ou en cancérologie, la capacité de trouver finalement la sous-population de patients qui est le plus à même de pouvoir avoir une réponse à notre traitement ou d'avoir un pronostic favorable ou défavorable. On le voit avec l'immuno-oncologie. Aujourd'hui, il y a des scores absolument magnifiques qui ont été obtenus récemment, malheureusement sur une fraction relativement faible encore de la population, je pense parfois 30-40%. Et donc on souhaiterait améliorer finalement cette prise en charge et réussir à détecter le bon patient susceptible de pouvoir répondre. Donc c'est là où on en est aujourd'hui. Peut-être pour rebondir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, et effectivement, je pense qu'il y a un enjeu extrêmement fort de différencier de ce qui relève de l'IA, traitement de data automatisé qu'on a dans les hôpitaux aujourd'hui, par exemple pour de la facturation et essayer de pouvoir récupérer un certain nombre de données, et les impacts sur la prise en charge thérapeutique du patient. Et c'est là où ça pose beaucoup plus de questions, et c'est là où aujourd'hui on tâtonne beaucoup. Il y a un acteur dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, ce sont les pouvoirs publics français ou européens, qui ont malheureusement effectivement toujours une difficulté à pouvoir anticiper les capacités de la technique de pouvoir se mettre en place, mais il y a quand même une régulation qui a été mise en place d'un point de vue medical device, avec medical device de type 1, 2A, 2B, qui a quand même eu un gros changement dernièrement. Il y a aussi une classification remarquable qui a été faite par la HAS sur finalement les medical devices qui embarquent de l'intelligence artificielle. Et en fait, la question qui est derrière, c'est qu'on a finalement un monde qui fait une preuve technologique, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en digital, et qui s'était jusqu'à présent contenté de cette manière. Autrement dit, on met une version bêta le plus rapidement sur le marché et on voit ce que ça donne. Et en face, un monde de la santé, un monde de la médecine,
qui jusqu'à présent avaient l'habitude de faire toute une validation a priori et après d'avoir un produit qui n'était pas modifié. J'en veux pour preuve les médicaments ou le medical device. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des produits hybrides qui posent une problématique, c'est qu'en fait, ils ont un impact sur la prise en charge thérapeutique et ils nécessitent d'avoir une évaluation à la fois pour définir si le système de santé et la collectivité publique doivent les rembourser et les payer, mais aussi s'ils doivent tout simplement les autoriser. Et de savoir aussi, dans ce cadre-là, quels sont les facteurs clés qui posent des problèmes, et notamment un risque de dévoiement de leur utilisation, et qu'est-ce qui peut être utilisé avec un minimum de risque, avec des réévaluations régulières. Et je pense que c'est là, en fait, où le point va être particulièrement important dans les prochaines années, c'est la capacité des autorités à être capables de pouvoir réguler ce secteur et d'avoir une capacité aussi de comprendre les boîtes noires des algorithmes pour pouvoir assurer la sécurité du professionnel de santé et du patient. Il n'y a pas un côté un petit peu antinomique, justement, pour vous qui faites aussi de la recherche médicale, qui avait des cohortes, qui devaient avoir des résultats sur des cohortes de patients, à se dire l'IA, un de ses avantages, c'est quand même la personnalisation quasi totale d'un traitement, et chaque être humain est différent. Et en même temps, aujourd'hui, la manière dont on analyse une cohorte, on nous demande un résultat global sur un groupe. Il n'y a pas quelque chose de contradictoire là-dedans ? Aujourd'hui, on a la capacité d'avoir de plus en plus de données grâce notamment, je pense, au Health Data Hub, si on prend l'exemple français, qui va nous permettre notamment d'avoir de plus en plus de données qualifiées avec des données médicales, sachant qu'au départ, le SNDS, c'était avant tout une base de données d'assurance maladie. Donc déjà, au niveau local, national français, on peut avoir un suivi des patients au cours du temps, et notamment, c'est là où ça va nous aider énormément à nourrir nos cohortes observationnelles. Et c'est là où notre enjeu jusqu'à présent, c'est qu'on faisait des essais cliniques randomisés avec peu de patients. Demain, on a déjà un intérêt à faire du rétrospectif pour comprendre justement les évolutions et les trajectoires des patients au cours du temps. Et ça, finalement, sur du rétrospectif, l'intelligence artificielle nous aide déjà beaucoup. Elle nous permet de pouvoir tester des algorithmes et faire de la prédiction qu'on va pouvoir tester ensuite de manière prospective, avec finalement un essai, un premier et un deuxième essai pour valider en fait l'algorithme en prospectif, un certain nombre de technologies qu'on doit utiliser. Donc de toute façon aujourd'hui la médecine personnalisée, il y a toutes les zones de gris entre je fais un traitement pour ce type de cancer et je sais qu'il y a malheureusement 50-60% qui ne bénéficieront pas complètement de la prise en charge thérapeutique, à la médecine personnalisée, j'aurai une prise en charge thérapeutique individualisée pour tel ou tel patient. Aujourd'hui, on est dans l'intermédiaire. Notre enjeu, c'est de réussir à trouver les critères de stratification qui permettent d'avoir des sous-populations et donc de les traiter au mieux en ayant validé auparavant les sets de data sur lesquels on travaille et les traitements également en termes de bénéfices et de risques. Il y a aussi la question du nombre de praticiens présents sur le territoire et de ce que peut apporter l'intelligence artificielle. Hier, on a remis un des trophées de la e-santé à une société qui fait de l'analyse de clichés et qui est là pour analyser des fractures, des radios, etc. Et une des applications, c'est les hôpitaux. Il n'y a plus de radiologue pour les analyser. Il y a seulement un opérateur, un infirmier, et où l'IA peut apporter une première analyse derrière. C'est comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette possibilité? De même, des territoires sans dermatologue ou des territoires sans ophtalmologue, l'IA peut apporter des solutions. Non, mais ça, je pense qu'il y a un aspect qu'on partage tous, c'est le fait qu'il faille être critique sur tout cet ensemble. Finalement, ça reste une technologie. La technologie, ça reste un outil. Donc, il faut savoir maîtriser à la fois l'outil et la technologie. Pour rebondir ce que disait monsieur juste avant, et il y a quelque chose, je pense, qui doit bien frapper les esprits, c'est que le praticien, il est en amont et en aval de l'IA. Parce que on a parlé des données, mais l'intérêt, c'est les données qui sont qualifiées, annotées, numérisées. Ce n'est pas de la donnée brute qui a été utilisée. On reconnaît un mélanome parce que, à l'origine de l'algorithme, on a dit ça, c'est un mélanome, ça, c'en est pas. Ça, c'est un mélanome, ça, c'en est pas. Et au départ, ce n'est pas l'algorithme qui dit ça. Donc l'algorithme, il est entraîné avec des images qui ont été annotées, qualifiées par un spécialiste. Ensuite, il développe par apprentissage, donc par deep learning, sa capacité à discriminer.
il fournit une proposition et ensuite c'est au praticien de reconnaître ou pas la proposition qui lui a été fournie par l'IA, qui peut être tout à fait correcte ou aberrante. Et en ce sens, je pense qu'on est tous d'accord que cet outil-là, que ce soit pour dépister du mélanome, que ce soit pour dépister une rétinopathie diabétique dans un œil, que ce soit pour dépister une fracture, on l'a vu sur une radio, ça présente un intérêt majeur. Ça présente un intérêt majeur parce que ça fait gagner un gain de temps énorme, parce qu'on a des problèmes de ressources humaines, vous l'avez dit, que ce soit des ressources humaines dans des établissements à certains moments de la journée, parce que les urgences, si on arrive 24 heures sur 24, c'est difficile d'avoir des radiologues, ils ne sont pas non plus extensibles complètement, parfois on n'en a pas la nuit. Vous avez parlé du problème de la répartition des territoires, des territoires qui peuvent être vierges de spécialistes, de dermatologues, médecins. Donc toutes ces solutions sont une aide finalement, ça permet de faire une espèce de screening qui ensuite va permettre d'être validé entre un praticien et un patient avec une information pertinente. Les praticiens sont prêts culturellement à aller vers ce changement de pratique ? Alors, moi, je pense, je vais parler en mon nom personnel, je ne peux pas me faire le porte-parole de l'ensemble de mes confrères, mais je pense qu'une utilisation raisonnée de l'IA est tout à fait opportune et sera parfaitement acceptée. En cas Pétré, on a parlé beaucoup d'industriels, on a parlé beaucoup de praticiens, on a un peu parlé des patients. Vous avez fait le choix, vous, de travailler avec votre cabinet de conseil, avec des patients européens. Qu'est-ce que vous avez travaillé avec eux ? Alors effectivement, on a interagi avec des patients européens pour comprendre leur perception de la technologie et plus spécifiquement de l'intelligence artificielle et des données de santé. Et c'est extrêmement intéressant de savoir comment eux perçoivent ces outils-là. Parce que nous, ici, on peut en discuter, on utilise des termes un peu savants et beaucoup de jargon, mais il faut comprendre que lorsqu'un patient lambda s'intéresse à l'intelligence artificielle, qui tape intelligence artificielle sur Google, il va tomber sur des robots qui vont venir s'emparer de l'humanité, qui ressemblent beaucoup à Matrix et à d'autres films de science-fiction. Et finalement, dans l'imaginaire collectif, c'est ça l'intelligence artificielle. Et on est parti de ce point de départ dans les échanges avec ces associations de patients pour se dire, aujourd'hui, voilà comment on perçoit l'intelligence artificielle. Le grand public la perçoit comme ça, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Et assez rapidement, on s'est rendu compte que beaucoup de choses sont fausses dans cette représentation-là. Par exemple ? Tout simplement, la façon dont on présente l'intelligence artificielle dans des films comme Matrix, ça n'a strictement rien à voir avec tout ce que l'on vient de décrire aujourd'hui. Si on reprend les exemples que vous avez cités chacun, on se rend compte que l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout ça. Et surtout, ce qui est important pour les patients, ce sont deux choses. La première chose, c'est que la technologie réponde à leurs besoins. Finalement, quand on leur dit « mais vous savez que c'est Google ou Facebook ou Amazon qui utilisent vos données pour mettre en place des modèles d'intelligence artificielle qui vont venir améliorer votre parcours de soins », ils se disent « mais on s'en fout que ce soit Amazon, Google ou Facebook. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que quand on arrive à l'hôpital, on soit pris en charge rapidement, que les soins soient de qualité, que les médecins soient en forme et qu'ils puissent poser le bon diagnostic et mettre en place le bon traitement. Que ce soit Google, Amazon ou autre, finalement, peu importe. Alors, est-ce que c'est de la naïveté ? Peut-être. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir ces discussions avec des sortes de garde-fous qui vont s'assurer que, certes, peut-être Amazon et Facebook vont mettre en place ces solutions, mais que c'est fait dans le respect des règles de l'art et de la protection des données, etc. Mais foncièrement, ce qui préoccupe le patient, c'est pas de savoir qui fait quoi, ce qui l'intéresse, c'est le résultat final. C'est le besoin auquel on va répondre. Et la deuxième chose qui intéresse et qui est ressortie de ces débats, c'est cette sorte de filtre humain. C'est de se dire que finalement, si on change sa prise en charge, si sa prise en charge est différente, c'est pas parce que c'est une machine derrière qui a pris cette décision en toute autonomie, c'est parce qu'il y a eu un travail conjoint avec des médecins, avec des professionnels qui sont là pour apporter cette caution humaine. Ils arrivent à passer au-delà justement des craintes des patients et finalement à accepter totalement l'idée d'intelligence artificielle dans la santé ? Alors, c'est un petit peu mitigé parce qu'il y a déjà une compréhension assez faible de ce qu'on entend par intelligence artificielle dans la santé. Donc il y a d'abord un travail un petit peu de pédagogie où on explique voilà ce que c'est l'intelligence artificielle. Comme vous disiez, monsieur, vous en avez dans votre poche, vous n'êtes pas forcément au courant que c'est ça, et voici comment on peut l'utiliser dans la santé aujourd'hui. À partir du moment où les bases sont posées et qu'on a ce fameux moment de « Ah, d'accord, c'est ça !» Et bien à partir de là, la discussion s'opère de manière très simple. Et globalement, les patients sont assez ouverts à l'utilisation de l'IA en santé.
si on respecte un petit peu ces deux conditions que j'avais énoncées. Ouais, pour vous qui avez un regard justement européen sur les choses, alors dans cette université à Castres, on a passé des heures et des heures et des heures à discuter de la notion de données de santé, de sécurité de données de santé. Hier, on avait un Britannique qui était assis à votre place, qui nous disait en cas de cyberattaque contre un établissement, en France et en Allemagne également, on protège historiquement énormément les données de l'individu. Il dit sauf que on ne meurt pas parce qu'une donnée elle a été volée. En revanche, si l'hôpital il est attaqué et qu'il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de messagerie, il n'y a plus d'appareil électronique, là, il y a un risque mortel. Arrêtons peut-être de nous focaliser sur cette question de la donnée de santé. Est-ce que c'est une question d'intellectuels, que nous sommes tous autour de la table, dont le patient se contrefout, ou est-ce qu'il y a une véritable crainte sur les échantillons de patients européens, et pas uniquement français, que vous avez pu tester? Alors, on ne peut pas faire de généralité européenne. Il y a des pays dans lesquels on demande aux patients savez-vous ce qu'est une donnée de santé? Savez-vous comment on utilise? Ils ne savent pas et ça ne les intéresse pas plus que ça. Il y a d'autres pays, par exemple comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, où c'est un vrai sujet parce que c'est beaucoup abordé dans les médias. On entend beaucoup, il y a beaucoup de scandales autour de ça. Donc finalement, c'est un sujet qui éveille beaucoup d'angoisse, beaucoup de craintes. Mais je rappellerai quand même que malgré ces craintes et ces angoisses, à échelle européenne, il y a 45% des patients qui sont interrogés qui sont favorables au partage de leurs données de santé dans le cadre de la recherche médicale. Donc il y a quand même un discours un peu balancé à avoir, dans le sens où ils sont certes conscients des risques que cela implique, mais ils sont néanmoins prêts à partager leurs données. Alors, dans le cadre spécifique de la recherche médicale, c'est un sujet quand même assez spécifique, mais globalement ouvert à ces discussions-là. Thibaut de Chalut, il y a un dernier point, je voudrais, c'est vraiment le dernier point de cette table ronde, s'il va falloir nous arrêter à aborder quand même, qui est primordial, qui est le business model. Est-ce qu'il y a un business model autour de l'IA? À quoi il peut ressembler pour vous chez Amgen? La problématique du business model, en fait, alors, pour une industrie pharmaceutique, elle va venir probablement au même titre qu'auparavant on avait les diagnostics compagnons, c'est d'avoir finalement un accompagnement de la molécule avec une capacité de stratifier les patients en fonction de leur profil de risque. Donc c'est là où on peut imaginer un certain nombre de choses. Pour autant, on n'a pas forcément de rôle majeur à jouer aujourd'hui dans le business model, mais c'est plutôt start-up qui proposent aujourd'hui des modèles de pouvoir les trouver, notamment parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la HAS est en train de se structurer sur l'évaluation et qu'il y a un enjeu relativement fort d'essayer de trouver un moyen de financer ces applications en les ayant évaluées auparavant et en les réévaluant régulièrement, notamment parce qu'avec l'IA, la problématique majeure qu'on va avoir, c'est la notion de frontière. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi la capacité de valider un algorithme sur un set de data américaine ou asiatique versus un algorithme sur des données françaises. Et on va avoir finalement un besoin de pouvoir finalement personnaliser aussi en fonction des caractéristiques de nos pays, d'éventuellement de démographiques et sociodémographiques françaises. Et c'est là où le champ de la régulation va être absolument clé. Mais aujourd'hui, je pense qu'en IA, à part sur les cas d'usage éventuellement en imagerie médicale, le business model reste à trouver puisque la collectivité n'a pas encore défini le modèle économique permettant de rembourser ces applications. Si on regarde, effectivement, vous citez la notion d'application compagnon, comme vous dites, qui peut accompagner un traitement pharmaceutique, moléculaire derrière. On voit du côté de l'Allemagne, par exemple, sur la santé mentale, aujourd'hui, on a des remboursements d'applications compagnon, comme vous dites, en tant que dispositif médical. Alors, c'est effectivement plus dans le côté télésanté, santé digitale avec le DIGA, où ils ont appliqué au medical device un remboursement automatique, ou du moins plus rapide que ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Il y a un certain nombre de réflexions qui sont en place en France. On est en train probablement de pouvoir poser un certain nombre de jalons via la pérennisation du programme étape dans le PLFSS 2022 notamment. Et ça nous éloigne un peu plus de l'IA, mais c'est en gros le financement dédié, des applications qui obéissent à un cahier des charges, évaluées par la HAS et qui permettent d'avoir un remboursement à long terme. Je pense que c'est un parfait exemple pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire pas avoir le Far West, Theranos par exemple, mais avoir la capacité des pouvoirs publics de définir le cahier des charges, de le réévaluer régulièrement, de définir un prix en regard de la valeur apportée, et basé là-dessus, d'avoir aussi des investisseurs et des entreprises capables de pouvoir avoir le territoire national comme cible ou éventuellement l'Europe. Merci à tous les cinq. Justement, on ouvre cette perspective sur le business model. Je vous propose de prendre une petite dizaine de minutes là, qui nous reste pour poser, voilà, il y a déjà des bras qui se lèvent pour poser vos questions. On a brossé pas mal de thèmes autour de l'IA. Alors monsieur, on va vous apporter un micro tout de suite. Voilà, ici, j'ai vu une main qui se levait, ou par là-bas.
Et alors, il y a une première main ici, une deuxième main là-bas. Je vous demanderai s'il vous plaît à chacun de vous présenter simplement et de poser une question courte pour qu'on essaie d'avoir des réponses courtes en face de nous. Oui, bonjour, j'attirais ça. Loïc Etienne, je suis médecin urgentiste et on a commencé une intelligence artificielle il y a 33 ans. On a été les premiers, je pense, à démarrer ça. Ça s'appelle Medvir. Et donc, avec notre équipe de médecins, on a fait ça contre la vie de tout le monde et avant tout le monde. Alors, je voudrais poser une question. Enfin, une question, je pense que le mot intelligence artificielle a été inventé en 1958 par McCarthy, qui était du MIT. Et on est parti sur un faux mot qui nous a induit dans une démarche qui était de nous faire croire, effectivement, qu'une machine pouvait être aussi intelligente qu'un être humain. Or, les machines, d'abord, elles n'apprennent pas si on ne leur tient pas la souris, elles n'apprennent pas de façon automatisée. Deuxièmement, elles ne comprennent rien à ce qu'elles font. Ensuite, elles n'inventent pas, c'est-à-dire que, à part le fait de faire des essais et de se dire, ben voilà, c'est vrai ou c'est pas vrai, elles ne peuvent pas inventer. Et quatrièmement, elles n'ont aucune conscience d'elles-mêmes. Aucune conscience d'elles-mêmes. Donc, je pense que le mot intelligence artificielle, déjà, il faudrait le foutre en l'air, il faudrait s'en débarrasser, trouver autre chose, pour qu'on parle véritablement de quelque chose. Alors ça, c'était juste une question en disant, avez-vous des idées sur ce que nous pourrions trouver comme nouveaux mots pour nous débarrasser de ce boulet qui nous empoisonne et qui empoisonne les débats, qui fait qu'on tourne autour de quelque chose. Voilà. Ça, c'était quelque chose. Deuxième élément, c'est une remarque, c'est qu'on assimile trop intelligence artificielle et système connexionniste, c'est-à-dire le diagnostic radiologique, etc. Il y a bien d'autres choses, il y a bien d'autres IA, les systèmes symboliques, les systèmes experts, etc. On n'en parle pas parce que c'est pas à la mode. C'est ma première remarque. Et deuxième remarque, il y a un mot que je n'ai pas entendu, un moment, tout petit mot, qui est absent, le mot éthique. Où est-il ? L'éthique, ça veut dire qu'entre le monde 3.0 que nous vivons, le médecin, le patient et la machine, va se substituer un monde qui va être le monde 4.0, dans lequel nous aurons le patient et le médecin, avec en dessous le politique et l'assureur, et de l'autre côté, les machines qui seront les capteurs et les IA. Et dans le monde 4.0, la séparation entre le monde des machines et le monde des humains va nous envoyer vers un monde, je pense, à la Huxley ou à la Wells. Voilà, donc c'était mes questions et mes remarques. Alors, je ne sais pas si on va relancer un débat ni sur la sémantique de l'intelligence artificielle, ni sur ce monde 4.0. En tout cas, merci de votre intervention, monsieur. En japonais, ils utilisent aussi le même terme d'intelligence artificielle. Je ne sais pas vous dire. Mais je sais pas, peut-être l'intelligence des données. Je pense que les données seront au cœur. Voilà, peut-être que garder l'intelligence. Oui, c'est pratique quand même. Hein. Luc. Bonjour à tous. J'ai une question par rapport à ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Vous reléguez la technologie au rôle d'outil. Est-ce que c'est pas un péché d'orgueil ? On relègue ce type de technologie avancée à une position d'outil, donc de subordination totale aux professionnels, à ce qu'on fait. Et est-ce que c'est pas un péché d'orgueil de le cantonner uniquement à ça, connaissant le potentiel important de ce type de techno ? Oui. Vincent Lubrano, peut-être un praticien ? Après, la question essentielle, c'est une question de choix, c'est une question de choix sociétal, de choix médical. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que quelqu'un endosse la responsabilité de la conséquence du choix, de la décision, de la proposition qui est faite par la machine. Sinon, on rejoint un peu ce que disait monsieur tout à l'heure. Donc, à mon sens, c'est pas un péché d'orgueil. C'est un choix. Faut-il mettre l'humain au-dessus de la machine ? À mon avis, en finalité, oui, la machine doit être une aide importante. On doit coopérer, on doit utiliser, mais je pense que c'est un avis personnel, mais je pense que oui. D'autres questions, d'autres remarques dans la salle, monsieur ? On vous apporte le micro rapidement. Voilà, je regarde s'il y a d'autres bras. Bon, j'anticipe déjà les questions à venir derrière qui se lèvent. Allez-y. Moi, je voudrais faire le lien avec d'autres débats qu'on a eus ici. Un des problèmes fondamentaux de la machine, c'est d'avoir des données exactes. Donc, quand vous regardez l'état des fichiers d'une belle base qu'on va vous parler dans quelques temps et qui va devenir
je ne sais plus comment ça s'appelle, Mon Portail Santé. Je vous signale que ma femme, elle est sur son nom de Mon Portail Santé de femme mariée de son précédent mari. Hein, et donc, quand elle sort son passe sanitaire, elle n'a pas le nom, mon nom, Monsieur Salgue, elle a le nom de son précédent mari. Et ça, c'est vrai pour tous les adhérents des centres 500. D'accord ? Est-ce que si vous connaissez les centres 500, ça veut dire que tous les adhérents descendent des fonctionnaires. Donc, quand vous voyez les données et que vous rentrez dans l'intelligence artificielle des données qui sont complètement fausses, le problème, il est là. Alors, il y a un vrai problème de distinction entre ce qu'on pourrait appeler de l'automatisation et ce qu'on appelait l'automatisation il y a quelque temps. Bruno Salk, chercheur à les écoles de mines et télécom. L'automatisation, c'est facile à faire. C'est renvoyer dans l'espace quelqu'un avec de l'intelligence artificielle où la capsule, elle est automatisée, parce que le terme, c'est l'automatisation. Ça, c'est facile à faire et ça pose pas de risque technique. Par contre, aujourd'hui, on est rentré dans des systèmes dans lesquels on a des risques techniques qui sont importants. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'évalue pas aujourd'hui dans nos domaines de santé. Et moi, j'ai l'exemple que je montre toujours. Hein. C'est la même femme que j'ai passée dans 6 matériels de mammographie. Et bien, dans un des matériels de mammographie, parce qu'il y a de l'artefact de la création d'images, on ne voit pas qu'elle a un nodule de cancéreux. Dans les 5 autres, on le voit, et dans le 6e, on ne le voit pas. Voilà. Et ça, c'est l'artefact, parce que qu'est-ce qu'on a mesuré scientifiquement ? C'est X, Y, Z, T, hein, dans un matériel d'IRM. Et à partir de là, on a construit un artefact qui l'image, qui fausse quelque chose, qui est complètement faux. Et après, on va faire des analyses sur l'image. Alors, vous avez hier des gens qui ont eu des prix parce qu'ils analysent l'image qui est fausse par des systèmes d'intelligence artificielle et ils arrivent à des résultats. Et bien là, c'est clair que tout est faux. Mais c'est pas grave. Il faut le savoir, c'est tout. Vincent Lubrano, c'est compliqué, hein, cette histoire, effectivement, un échec sur ça pour 5 réussites. Bon. Bien sûr, mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé non plus tout à l'heure et qui s'appelle le contrôle qualité. Et chaque appareil doit être soumis à un contrôle qualité. Effectivement, il peut y avoir des dysfonctionnements des appareils, il peut y avoir des erreurs, etc. Comme vous disiez aussi par rapport aux bases de données, et plus les données sont importantes, plus effectivement il y a un risque d'erreur dans la base de données. Donc il y a une importance particulière déjà à la standardisation des données, et ensuite à la qualité, on l'a déjà dit 2 ou 3 fois, la qualité des données portées en amont à ces systèmes est fondamentale. Si on a une mauvaise qualité des données, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas un contrôle qualité à chaque étape, ça ne marchera pas. Donc effectivement, oui, je rejoins ces remarques, je les comprends, mais il faut les prévenir et les traiter. C'est marrant, j'ai l'impression parfois qu'on demande à l'intelligence artificielle d'être totalement infaillible à 100%, alors qu'un homme, un humain, qui est un médecin, fait aussi des erreurs de diagnostic et n'est pas infaillible à 100%. Juste un petit mot, sans vouloir du tout enlever la place centrale de l'humain, je pense que la partie, la blockchain, alors je rajoute une nouvelle techno, mais la blockchain va quand même aussi apporter sur les sujets de traçabilité. Voilà, la blockchain aussi, je pense, pour tout le monde, il y a 10 ans, il y a 5, c'était les bitcoins, et on pensait que c'était du financier, etc. Tout le monde commence à comprendre que la blockchain, ça permet de s'assurer qu'une donnée, à la fin, elle n'a pas été altérée, elle est fiable. Alors, ça n'empêche pas qu'elle est nettoyée ou propre, mais en tout cas, peut-être par rapport au problème que vous évoquez, de s'assurer que c'est bien la personne... Mais on devrait savoir qu'elle était sale, voilà. Au moins qu'elle n'a pas été modifiée depuis. Donc je pense qu'il y a aussi des technologies qui vont nous aider à au moins porter notre esprit critique. Merci, on va clore ce grand débat sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez le prolonger si vous avez envie en déjeunant tout à l'heure. Merci à tous de votre participation. On peut applaudir encore nos 5 participants. Et à cet après-midi.